L'élaboration d'un planning de Gantt se fait principalement à partir de la définition d'un organigramme des tâches ou WBS. Nous pouvons aussi préalablement établir une liste des tâches du projet. Comme nous l'avons vu précédemment, les tâches sont représentées par des barres horizontales en fonction d'une échelle de temps. La première étape pour réaliser un planning est d'établir les relations entre les tâches. Certaines tâches sont en effet dépendantes d'autres tâches. On va donc définir les liaisons, c'est-à-dire si une tâche doit se faire avant, pendant ou après une autre tâche. Il y a 4 types de liaisons possibles, la plus utilisée étant la liaison FD, fin, début. Celle-ci se représente par une flèche reliant la fin d'une tâche précédente au début de la tâche suivante. On peut aussi, plus rarement, trouver des liaisons FF, fin, fin. Les tâches se terminent en même temps. Ou DD, début, début. Les tâches commencent en même temps. Dans de rares cas, on peut trouver des liaisons DF, début, fin. Les logiciels de planification utilisent la liaison FD par défaut. Une avance est la durée dont une activité successeur peut être avancée par rapport à une activité prédécesseur. Par exemple, dans un projet de développement informatique, les tests pourraient démarrer une semaine avant l'achèvement complet des développements. Cette possibilité serait illustrée par une liaison fin-début avec une avance d'une semaine, comme illustré plus bas. L'avance est souvent représentée comme une valeur négative de retard dans les logiciels de planification. Un retard, quant à lui, est la durée dont une activité successeur doit être retardée par rapport à une activité prédécesseur. Par exemple, une équipe qui écrit un document technique relatif à un projet complexe, et donc à un document volumineux dont la rédaction va durer plusieurs semaines, peut démarrer l'édition de la version préliminaire de cette spécification 2 semaines après avoir commencé à la rédiger. Cette situation peut être modélisée par une liaison début-début, avec un retard de 2 semaines, comme le montre l'illustration ci-dessous. Le retard est souvent représenté comme une valeur positive dans les logiciels de planification. Il faut ensuite estimer la durée des tâches afin de pouvoir construire notre planning de Gantt. Nous pouvons estimer la durée des tâches par analogie avec des tâches similaires effectuées dans le passé ou de façon plus analytique. Le plus simple étant de demander à chaque acteur du projet responsable des tâches en question d'estimer leur durée. Mais il ne faut pas oublier que l'estimation de la durée d'une tâche nécessite une estimation de l'effort de travail requis pour réaliser la tâche, ainsi que la quantité de ressources disponibles nécessaires à cette tâche. Ces estimations sont utilisées pour avoir une approximation du nombre de périodes de travail nécessaires à la réalisation de la tâche en tenant compte des calendriers du projet et des ressources. Il est évident que le nombre de ressources prévues pour réaliser une tâche ainsi que leur niveau de compétence seront déterminants quant à l'estimation de la durée de la tâche. Mais le lien n'est ni direct ni linéaire. On peut quelquefois avoir des surprises. Parfois, la nature intrinsèque du travail à accomplir déterminera la durée de la tâche, quel que soit le nombre et la compétence des ressources. Une expérience chimique dont la durée incompressible est de 10 heures, un test de résistance d'une durée de 12 heures par exemple. Revenons à présent sur les différentes techniques d'estimation. La première citée plus haut est l'estimation par analogie. Elle est d'autant plus fiable que les activités précédentes sont semblables et que les membres de l'équipe réalisant les estimations possèdent l'expertise requise. Le plus souvent, elle est moins onéreuse car elle prend moins de temps que les autres techniques, mais elle est également moins précise. Aussi, elle peut être utilisée conjointement avec
d'autres méthodes d'estimation, l'estimation paramétrique, l'estimation à 3 points ou l'estimation ascendante qui seront détaillées dans la partie planification niveau 2 de ce MOOC. Pour représenter notre planning de Gantt, nous allons codifier avec des chiffres ou des lettres nos tâches en colonnes dans un tableau. Nous ajouterons une colonne durée et une colonne antécédent. Notre projet comporte 4 tâches que nous codifions avec les lettres A, B, C et D. Les durées sont par exemple en jours que nous représentons ici par les cases J1 à J5. Quand une durée est de 1 jour, comme pour la tâche A, on remplit la première case disponible. Pour la tâche B, on remplit 2 cases, puis une case pour C et D. Nous allons ensuite représenter les liaisons. Pour cela, nous allons renseigner la colonne antécédent. Nous voyons ici que la tâche A, concevoir journal, est nécessaire avant de pouvoir faire la tâche B, écrire article, et C, prendre photo. On dira alors que A est un antécédent de B et de C. On note alors A en face de B et C dans la colonne antécédent. Ainsi, il existe une liaison entre A et B et entre A et C, ce qui fait décaler les cases correspondantes. Les liaisons fin-début sont représentées comme cela. Enfin, on peut voir aussi que la tâche D, imprimer journal, ne peut se faire qu'après avoir écrit l'article et pris les photos. Donc D a 2 antécédents que sont B et C. Le planning ainsi constitué nous permet d'estimer la durée totale de notre projet à 4 jours. Afin de donner de la lisibilité à notre planning, nous pouvons représenter les tâches récapitulatives trouvées dans le WBS. Il n'y a ici pas de durée à renseigner. Celle-ci découlera automatiquement de notre planning. Dans notre exemple, nous pouvons rajouter une tâche récapitulative de tout le projet. Sa durée est comprise entre les 2 flèches et regroupe toutes les tâches du projet. Ceci est pratique dans le cas où il y a beaucoup de tâches, car cela permet une vision plus macro du projet. Les tâches de notre projet étant définies, il faut maintenant les affecter à des personnes que l'on nommera ressources. L'idéal est d'affecter à chaque tâche une seule ressource afin de bien définir les responsabilités. Cependant, certaines tâches nécessitent plusieurs ressources pour l'effectuer. Dans notre exemple précédent, nous allons rajouter une colonne ressources et affecter nos ressources à nos tâches. Nous voyons ici que Paul va concevoir le journal et l'imprimer, tandis que Pierre va écrire l'article et prendre la photo. Dans ce diagramme de Gantt, chaque case correspond à une journée de travail. Donc si nous indiquons le plan de charge de Pierre en dessous de chaque case, nous voyons qu'il lui faut 2 jours de travail pour un jour de planifié le deuxième jour. Nous appelons cela une surcharge de travail et comme nous pouvons le voir, son plan de charge est à 200% le deuxième jour. Si nous voulons que ce projet soit réalisable, il va donc falloir le modifier afin de lisser les ressources de manière à avoir 100% de plan de charge maximal pour chaque ressource. Une méthode consiste à déplacer la tâche C de manière à ce que Pierre ne soit plus en surcharge, comme sur le schéma suivant. L'inconvénient est que le planning est modifié et prend un jour de plus que celui initial. Nous voyons bien ici la simplicité de la représentation du planning. Cette simplicité disparaît quand le planning comporte beaucoup de tâches et de liaisons. Ces liaisons deviennent difficiles à représenter. Les logiciels de planning utilisent un calcul différent, méthode PERT, vue dans le chapitre Planification niveau 2, mais fournissent une représentation graphique similaire. Nous verrons cette méthode PERT et les logiciels de façon détaillée dans la partie Planification niveau 2 de ce MOOC.